La radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta. Bonsoir et bienvenue sur Radio Delta. la radio qui rayonne entre les oreilles. Merci. Oui, Radio Delta, une radio libre, indépendante, bénévole, une radio web à retrouver sur notre site radiodelta.fr pour une écoute en direct. Et notre émission 1, 2, 3 Soleil qui a lieu chaque dernier vendredi de tous les mois de 20h à 22h. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 30 mars, il est 20h et nous partons pour une nouvelle aventure de 2 heures. Écoutez également nos émissions amies qui sont hébergées sur notre site, les émissions de Deux colonnes à la une qu'on salue, et également Le Bandeau, émission maçonnique sous le bandeau d'une radio québécoise que nous aurons le plaisir d'accueillir dans notre émission de mai. Alors ce soir à 20h, en direct de nos studios toujours éphémères et toujours parisiens, on parlera de République, de ses valeurs, de ses amis et de ses ennemis, de son avenir aussi bien sûr, et ce qu'elle doit aux francs-maçons et bien sûr aussi ce qu'elle ne leur doit pas. Nous voulons dédier cette émission à notre frère Arnaud Beltrame et puis également à Mireille Knoll, deux victimes, l'une du terrorisme et l'autre de l'antisémitisme, et plus généralement à toutes les victimes de ceux qui combattent la République, de ceux qui se nourrissent de la haine. Nous leur dédions cette émission car on ne peut pas parler de République sans évoquer ceux qui la défendent, bien sûr, ceux qui se battent ou se sont battus pour elle, mais sans évoquer également ceux qui sont morts, victimes de ceux qui la combattent, la République. Alors, avec nos chroniqueurs qui sont autour de la table, nous parlerons de courage avec Marie-Françoise. Nous évoquerons deux personnalités, un franc-maçon, Gustave Mesureur, premier président du Parti radical, ministre d'un autre frère, Léon Bourgeois. Et ça sera dans la chronique riche et nourrie de notre ami Jean-Laurent Turbet. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour Philippe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous parlerons également d'une femme peut-être moins connue, notre sœur Clémence Royer, philosophe, scientifique, qui a pris le tablier sur le tard à la même époque avec Maria de Rem. Bonsoir Clémence Royer. On lui doit notamment la première traduction en français de L'origine des espèces de Charles Darwin et d'avoir ainsi introduit en France le darwinisme en 1862. Et ça sera Marie-Pascale Schuller qui évoquera cette personnalité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un très bon livre qui est sorti sur Clémence Royer. Alors, avec une vraie photo de Clémence Royer, parce qu'il y a un vrai livre qui est sorti sur Maria de Rem, mais pas avec la photo de Maria de Rem. Donc, c'est rigolo. Mais sur Clémence Royer, c'est la photo de Clémence Royer. C'est mieux. Alors, nous parlerons également avec Viviane Bensoussan, qui n'est pas avec nous ce soir et que nous saluons, car elle nous écoute forcément. Nous parlerons des justes parmi les nations. Et Viviane Bensoussan a enregistré sa chronique. Et nous parlerons également du livre d'André Combe qui s'intitule 1914-1968, La franc-maçonnerie, cœur battant de la République. C'est beau ça, cœur battant de la République, que notre chroniqueur, compagnon pèlerin Jean-François a lu pour nous. Akpesa Samea pour Enfin, Viviane Bensoussan. Toujours fidèle aux manettes et autres potentiomètres, Gilles à la technique. Bonsoir. Et Yann, également à la technique, notre écossais sportif, sans qui cette émission serait trop sage. Aux questions des auditeurs et spiritueux. Nous saluons également Daniel à la caméra, qui va nous concocter un montage comme il a le secret. Et puis Patrick Vidal, qui nous accompagne également pour cette soirée. Et qui cette fois est là. Oui, parce qu'on l'annonce souvent Patrick, et puis Patrick n'est pas là. Patrick se perd en chemin. Je défends le rythme. Alors Laurent Kupferman, donc vous avez écrit 3 minutes pour comprendre la République. Si je vous donne 3 minutes pour nous expliquer la République, vous avez 3 minutes. Déjà, c'est la République française. Bien sûr. Parce que vous comprendrez que la République de Corée du Nord, ça n'est pas tout à fait la même chose. Donc cette idée de République française qui émerge au moment, enfin plutôt un peu après les Lumières, elle émerge au même moment que la République qui va se créer aux États-Unis d'Amérique. Et pourtant, ce sont deux projets qui sont radicalement différents. Alors, la République française, moi, je rejoins les éléments qui sont portés par Laurent Bouvet, que tu as bien voulu rappeler. C'est une République qui a pour finalité l'émancipation. Alors,
c'est pas l'émancipation dans la négation des singularités, c'est l'émancipation dans le dépassement des singularités. Donc, d'ailleurs, ça serait intéressant qu'on discute un peu de ce que veut dire l'universalisme. Est-ce que l'universalisme, c'est la négation des particularismes ou c'est le dépassement? Moi, je pense que c'est là une vraie question. Alors, si je veux revenir juste à des définitions très simples pour nos auditeurs, Oui. qui, comme moi, confondent tout. République, nation, patrie, le pays, la France, la terre. La République, c'est quoi tout ça? La Comment on République, se distingue dans la tout ça République, elle s'inscrit dans un continuum. On ne passe pas de l'ombre à la lumière. Je sais bien que c'est facile et qu'on aime bien dire ça, mais ce qui est vrai avec l'arrivée, enfin plus exactement la proclamation du 26 août 1789, et ce n'est pas encore la République, ce qui est vrai, c'est que le destin des hommes, et plus tard des femmes, malheureusement, ne s'inscrit pas dans l'aléa de la naissance. D'un point de vue philosophique, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est quelque chose de considérable, puisqu'avant, les hommes étaient déterminés par leur naissance, notamment du fait de l'aristocratie. Alors, évidemment, c'est un joli principe, mais il faut tout de même que ça s'incarne dans le droit positif pour que c'est une réalité dans la vie des citoyennes et des citoyens. Et on voit comment, au fur et à mesure des républiques, s'inscrivent des mesures sociétales ou politiques. D'abord, bien sûr, en 1848, l'abolition de l'esclavage, qui en termes de droit individuel, c'est quand même quelque chose de considérable, qui a été faite, notamment portée par notre frère Victor Schœlcher, mais aussi... Que l'on salue au passage. Que l'on salue Victor, etc. Donc et aussi, c'est mal de faire ça, Philippe. Et ensuite, mais tu me connais. Et ensuite, Alexandre Ledru-Rollin, qu'on oublie, qui a porté le suffrage universel masculin. Alors, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est une étape. Et puis, le droit de faire... Qui a fait un score digne de Benoît Hamon en 1848. Oui, Lamartine aussi. Voilà. Tous. Donc, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui a raflé la mise. Exactement. 74%. C'est beau, hein, au premier tour. Considérable. Il n'y en avait qu'un en même temps. Donc, le Dru-Rollin. Le Dru-Rollin qui apporte le suffrage universel. Et puis ensuite arrive... comme toujours, c'est toujours les gouvernements provisoires qui font des grandes choses au début. En 2-3 mois, après arrive généralement une vague réactionnaire. Ça arrivera pour la Deuxième République et ça arrivera pour la Troisième République. Et la Troisième République pose les éléments d'émancipation que sont l'instruction laïque, gratuite et obligatoire et les premiers éléments de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire non pas la négation du fait religieux, mais le fait qu'il n'y a plus de cogestion des affaires publiques. Il n'y a plus d'intrusion des églises dans la gestion des affaires publiques. Voilà. Alors, ça aboutira en 1905 à la loi de séparation, dans lequel le mot laïcité n'est pas inscrit, mais qui est un acte de divorce avec la gestion des biens du patrimoine, en réalité. Ce n'est pas qu'un régime, ce n'est pas qu'un régime non monarchique. C'est aussi un principe, c'est aussi on pourrait dire une forme politique. Et c'est la forme politique de la participation du peuple, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la démocratie qui est simplement la participation du peuple. Oui, c'est la question que j'allais poser. C'est la participation du peuple souverain à sa liberté politique. Voilà. Donc c'est une forme qui a été opposée historiquement à l'Empire, par exemple, au sens vraiment dans le droit, ce qu'on appelle le droit politique, depuis très longtemps, parce que la République, c'est pas un principe de domination d'une autorité, d'un impérium qu'on retrouve aussi à travers la monarchie absolue en France, qui s'impose à la société. C'est le partage d'une souveraineté dans l'ensemble d'un ensemble, d'un corps de citoyens, si vous voulez. Une société qui est d'abord et avant tout politique. Voilà. Donc c'est pas non plus la théorie libérale. Donc il y a une liberté républicaine qui n'est pas la liberté libérale, etc. Donc c'est toute une philosophie. Et puis c'est aussi une histoire. Ça a été bien rappelé. C'est-à-dire que c'est Péguy qui disait la République, c'est notre royaume de France. C'est-à-dire que c'est une continuité de cette forme au-delà du type de régime, puisqu'on a eu une monarchie pendant presque 1000 ans en France. C'est la volonté d'un État, d'une forme donc
politique, alors qui a commencé par le haut, puis qui ensuite s'est saisi, le peuple s'en est saisi au moment des Lumières et de la Révolution, qui définit l'homme d'une manière particulière, avec cette idée qu'il y a un homme qui n'est pas simplement un être de besoin, on dirait, un homo economicus, si on disait les choses plus techniquement, un homme de besoin, de capacité, d'intérêt, qui est un peu l'homme libéral, défini par la philosophie libérale, mais qui est un homme qui est un citoyen, et qui est un citoyen qui va pouvoir s'émanciper de cet homme de besoin qu'il est aussi. Nous sommes tous des hommes de besoin, de capacité, des êtres, voilà. Mais on peut s'émanciper par la citoyenneté. Ce que faisaient les anciens, les Grecs, les Romains, c'est qu'ils séparaient les deux. Et donc la citoyenneté était réservée à quelques personnes, des hommes, toujours, bien sûr. Il fallait pas être esclave, il n'y avait pas, évidemment... Bon, c'était dur d'être esclave. Il ne fallait pas être étranger. Donc la République ancienne, c'était... Ça s'appelait une épouse. Alors, c'était pas Laurent, ça sent le vécu, là. C'était pas si dur que ça. Si vous laissiez Laurent Bouvet s'exprimer. Ouais, mais c'était pas si dur que ça, parce que la femme régnait à la maison. Ce qu'on appelle loikos en grec, qui a donné économie. La loi de la maisonnée, c'était la femme. On retrouve la civilisation méditerranéenne. Donc, en tout cas, il y avait des citoyens qui n'étaient pas très nombreux. Mais ça, c'est la République des anciens. La République moderne, c'est la République de tous citoyens. Voilà. Et la France, c'est le régime qui l'incarne avec la complexité de son histoire, qui l'incarne par, disons, l'inscription dans une histoire longue. Les États-Unis, c'est une république, mais qui rompt avec son histoire précédente, d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est un peu paradoxal, parce que d'habitude on dit que la Révolution française a rompu avec la monarchie, évidemment, avec l'Église, mais il y a cette idée de l'État qui est le lieu où on va justement s'assembler en tant que citoyen, parce que ça devient notre État. Voilà. C'est le moment républicain, c'est quand l'État, le souverain, devient que le peuple s'en empare et devient la souveraineté de tous. Et c'est ça, la République moderne, et la République française, si on la définit jusqu'au bout. C'est tous ces éléments qui font que c'est quelque chose d'inédit, de particulier, de spécifique. J'aime pas beaucoup le nom d'exception, mais c'est spécifique. Et après, on pourra en parler plus tard. Il y a des principes qui en découlent, comme la laïcité, qui ne sont pas réductibles à d'autres formes de séparation de l'Église et de l'État, comme aux États-Unis, de sécularisme, comme on en trouve dans d'autres pays, etc. Donc Clémence Royer, elle naît dans une bonne famille en 1830, une famille catholique, royaliste. On la met au couvent à 10 ans parce que c'est la vie. Elle en sort à 19 ans parce que son père meurt et qu'il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc elle se met à travailler comme gouvernante. Donc on est à peu près en 1850. 1850, je vous rappelle, Laurent Kupferman en parlera mieux que moi, c'est la loi Fallou. C'est le moment où l'école communale devient obligatoire pour les filles, uniquement dans les communes de plus de 800 habitants, avec des programmes différents. Les filles, elles font la cuisine, le ménage, la couture. Les garçons, ils apprennent les vraies choses. Notre sœur Clémence Royer, elle a appris donc au couvent, mais elle est avide de connaissances. Elle a une curiosité intellectuelle folle et elle passe sa vie dans les bibliothèques. C'est une rate de bibliothèque. Elle écume tous les rayonnages et elle dit à un moment, tout ce que je sais, je l'ai dérobé de haute lutte et j'ai dû oublier tout ce qu'on m'avait enseigné pour tout apprendre par moi-même. Elle a dit ça quand elle était petite. Et voilà, c'est quelque chose que nous, on connaît bien en franc-maçonnerie. On connaît bien. Elle a probablement une grande gueule. Elle veut faire partager son enthousiasme, ses découvertes. Elle crée des cours de philosophie, de logique mathématique spécialement dédiés aux femmes, particulièrement en Suisse, parce qu'elle a passé une partie de sa vie en Suisse. Et puis, elle va en Angleterre, elle apprend l'anglais. Elle apprend par ses relations qu'il y a un Anglais, un certain Charles Darwin, qui a besoin de faire traduire son œuvre. Et puis tout de suite, elle dit c'est moi, je le fais, je sais parler, c'est bon, je gère. Donc le Charles Darwin, il avait publié en Angleterre l'origine des espèces par sélection naturelle.
Et elle dit, moi je traduis, mais je ne fais pas que du mot à mot. Là, je restaure le principe, je fais comprendre vraiment les choses aux personnes à qui je vais donner cette œuvre. Et elle traduit par les lois du progrès chez les êtres organisés. Elle fait sa première traduction en 1862, elle a 32 ans. Et son apport personnel, en plus de la traduction, c'est de faire une préface qui est très longue. Elle fait une préface d'une 50aine de pages, où elle prend de la hauteur par rapport à l'œuvre de Darwin et elle se place sur un plan complètement philosophique en disant, Darwin, il nous parle de ça là, pour la biologie, pour les espèces. Moi, je vous dis que c'est comme ça pour les êtres humains. Les êtres humains, ils doivent évoluer et ils évoluent. Ils évoluent avec la biologie, avec l'environnement, avec la sélection naturelle. Les êtres humains, les hommes et les femmes, ne sont pas égaux physiquement de base. Et puis, entre chacun, il y a des grosses différences. Et puis, elle commence à suggérer dans sa préface que la loi, elle est là aussi pour rééquilibrer ces différences. Donc, c'est des propos extrêmement novateurs pour l'époque. Et à tel point que Darwin dira bien des années plus tard que Clémence Royer a anticipé sa pensée. Il a été beaucoup plus loin qu'elle dans sa pensée. Et il dira, de toute manière, moi, j'aurais jamais pu écrire ça. Et puis, même si j'avais pu le penser, j'aurais pas pu l'écrire en Angleterre. Donc ça, elle l'a fait en 1862. Et là aussi, je fais un petit rappel par rapport à ce qu'était la France à cette époque-là. Un an avant, 1861, il y a Julie Daubié, qui est la première femme à passer et à avoir son baccalauréat en France. Elle avait 34 ans et elle avait aussi beaucoup lutté auprès des universités. Et puis après, il a fallu qu'elle fasse valider son diplôme par l'impératrice Eugénie. Avec le soutien de l'impératrice Eugénie. Tout à fait. Elle a été obligée de faire valider. Clémence Royer, ça ne lui suffit pas. Elle s'est intéressée à la biologie. Elle s'intéresse aussi à l'économie. Elle a écrit et publié La théorie de l'impôt ou de la dîme sociale. Et elle a été récompensée par un premier prix ex aequo lors d'un concours sur le thème des réformes de l'impôt. Et avec qui elle a été récompensée? Avec un certain Pierre-Joseph Proudhon. Ah ouais, qu'on connaît bien, nous, en franc-maçonnerie. C'était un franc-maçon du Grand Orient. Mais c'était un homme de son temps. Parce que cet homme-là parlait des femmes comme on parlait des femmes à l'époque, mais on n'en parle plus du tout comme ça maintenant. Il disait, la femme n'est pas seulement autre que l'homme, elle est autre parce qu'elle est moindre. Et là où la virilité manque, le sujet est incomplet. Et puis... Ça, il y en a plein, des horreurs comme ça à cette époque. Absolument. Mais c'était un frère du Grand Orient. Ça, mais elle a GL aussi. Ah ouais, ça je sais. Pas de problème. Merci de mettre à l'aise nos invités. Donc Clémence Royer, elle ne se dit pas féministe, mais c'était pas le moment parce que le féminisme, c'est Hubertine Auclair, c'est 1880. Par contre, elle dit souvent dans ses conférences, la femme ne devient pas, la femme devient, mais elle n'est pas. Et elle dit qu'elle a beaucoup souffert de la difficulté qu'elle a eue à avoir une reconnaissance de ses qualités intellectuelles parce que elle n'avait pas les études, elle n'avait pas fait l'université. Et donc après cette acquisition de connaissances extrêmement importante qu'elle a eue, elle a rejoint le mouvement féministe de Maria de Rem, donc 1870. Elle a toujours gardé sa liberté de penser. Elle a participé à l'Union universelle des femmes, elle a participé à la commission d'une école professionnelle, elle a beaucoup publié dans La Fronde de Marguerite Durand, et elle a finalement été initiée franc-maçonne en 1893, à 63 ans, en étant donc une des fondatrices de la loge Le Droit Humain avec Maria de Rem. Et elle est morte en 1902, voilà, dans la pauvreté. Donc j'aime beaucoup cette femme, scientifique bien sûr, et qui était une maçonne sans tablier dans sa jeunesse et qui a pris le tablier sur le tard. Merci Marie-Pascale. Je crois que Clémence Royer fait partie de l'ouvrage que vous venez de publier, non? Dites-nous quelques mots sur votre ouvrage. Allez, c'est le moment. C'est le moment. Je viens de publier un ouvrage qui s'appelle « Pionnières des soins et autres pionnières dans l'histoire des femmes », avec cette volonté, donc moi dans ma profession de médecin, j'ai appris la médecine avec plein de noms de maladies et c'était que des hommes. Et jusqu'à un moment, je me suis dit qu'il y avait peut-être des femmes et j'ai recherché dans l'histoire. J'ai recherché les femmes qui ont été importantes dans l'histoire
donc dans l'histoire du soin. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait des choses extraordinaires, qui sont complètement tombées dans l'oubli. Et donc pour chacune de ces femmes pionnières des soins, j'ai associé une femme pionnière dans d'autres domaines, et Clémence Royer fait partie de ces autres femmes. Oui, Viviane, on ne la présente plus. Tout le monde la connaît ici. Elle ne peut pas être ce soir parmi nous. Donc je suis allé l'enregistrer cet après-midi. Et nous parlions de République depuis tout à l'heure. Notre belle République française, notre beau pays de France, dont la devise liberté, égalité, fraternité fait rêver la planète entière, si j'ose dire, voire au-delà de la planète. Du moins, J'en suis pas sûr. elle devrait. Ce sont des valeurs universelles. À fait. Et je vais vous faire écouter le texte de chronique qui s'intitule Juste parmi les nations. Ça va jeter un froid et nous aurons l'occasion d'en reparler ensuite. Cette semaine a été douloureuse. La France a inhumé Mireille Knoll, qui a échappé au camp, comme mes parents, grâce à des justes qui la protégèrent au péril de leur vie, et le désormais colonel Beltrame, qui s'est sacrifié pour sauver une vie. Les deux ont été victimes de créatures pour qui les valeurs humaines n'ont aucun sens. Celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Selon le Talmud, la preuve de la valeur infinie de la vie humaine est que Dieu, à l'origine, n'aurait créé qu'un seul être humain, Adam. Si Adam avait été tué, toute l'humanité aurait donc été détruite. À l'inverse, s'il était sauvé, c'est l'humanité entière qui était sauvée. Notre frère Beltrame, en sauvant une vie au prix de la sienne, est devenu injuste. En 1953, la Knesset, en même temps qu'elle créait le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, consacré aux victimes de la Shoah, décida d'honorer les justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Au 1er janvier 2018, environ 28 000 justes parmi les nations de 46 pays ont été honorés. Les actes des justes prouvent qu'il était possible d'apporter une aide. L'argument selon lequel l'appareil terroriste nazi paralysait les initiatives contraires à la politique officielle est démenti par l'action de milliers de personnes de tous les milieux qui ont aidé les Juifs à échapper à la solution finale. Les personnes reconnues justes reçoivent la médaille des justes et un certificat honorifique remis à un proche en cas de reconnaissance posthume lors d'une cérémonie solennelle. En outre, leurs noms sont inscrits sur le mur d'honneur du Jardin des Justes à Yad Vashem. C'est la distinction suprême décernée par l'État d'Israël à des non-juifs pour marquer la reconnaissance du peuple juif. Qui sont les justes parmi les nations ? Certains sauveteurs furent des hommes d'église qui considéraient la résistance au nazisme et l'aide aux juifs victimes du génocide nazi comme un impératif religieux. D'autres étaient animés des idéaux humanitaires. D'autres encore, révoltés parce que leur fonction pouvait les amener à commettre, comme de nombreux policiers ou gendarmes. Certains fonctionnaires et diplomates ont reçu eux aussi le titre de juste parmi les nations. Des Allemands militaires ou des civils employés dans les pays occupés ont su dire non aux exactions de leurs dirigeants, méritant ainsi, au péril de leur vie, le titre de juste parmi les nations. Il faut enfin mentionner un pays et une communauté qui ont reçu cette distinction, le Danemark, et ses mouvements de résistance, qui a sauvé la quasi-totalité de la communauté juive du pays et la très célèbre communauté protestante du Chambon-sur-Lignon. Les justes, dont les actions constituent des exemples exceptionnels de courage, de générosité et d'humanité, sont des phares pour les prochaines générations, justifiant ainsi la devise extraite du Talmud et figurant sur la médaille des justes, « Celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière ». Alors Gustave Mesureur est né dans le Nord, à Marc-en-Barreuil, le 2 avril 1847. Il est mort à Paris le 19 août 1925. Il est fils d'une fille mère du Nord et il est tout d'abord dessinateur de modèles de tissus. Et il monte à Paris, comme on dit, et devient membre du syndicat des dessinateurs, fondé par Eugène Pottier. On en reviendra en 1867. Et c'est vrai que c'était une époque, Laurent Bouvet en a parlé tout à l'heure, où la franc-maçonnerie est
peut-être même plus, et c'est pas une attaque, hein, la franc-maçonnerie écossaise de la Grande Loge de France était composée de gens qui étaient, non mais c'est vrai, les plus petits gens, des artisans, des ouvriers de Paris, des barrières, qui ont disparu après 1880, enfin, qui étaient remplacés par ce que vous appeliez la France des notables. Et il y avait en franc-maçonnerie une France des petits artisans, des petits ouvriers, justement parce que c'était la Grande Loge, parce que la Grande Loge, la capitation était moins chère. En 1880, la Grande Loge n'existait pas encore. Non, mais la franc-maçonnerie écossaise, c'était les mêmes. C'était voilà, le courant écossais a pris des noms différents, on va dire. A pris des noms différents. Alors l'homme politique. Déjà, on va passer la période de la Commune parce que Gustave Mesureur l'a passé dans sa caserne, la Commune. Donc, il n'a pas été communard, il n'a pas été thiériste, il a rien été du tout. Il a été encaserné, il n'a pas bougé et il a été libéré après la Commune. On le retrouve à Paris en 1880. Il est élu radical du quartier de Bonne-Nouvelle. Il participe à la fondation de la Bourse du Travail en 1884. Il en est même un des artisans principaux. Puis il accède à la présidence du conseil municipal, puisque le prochain maire de Paris, ça sera Jacques Chirac bien plus tard, mais on disait à l'époque président du conseil municipal, le 18 octobre 1896. La commune avait laissé des traces, il n'y a plus de... Ferry, qui était maire de... Oui, Ferry. Il crée également la bibliothèque Forney dans l'hôtel de Sens, et au sein du conseil de Paris, il s'occupe plus particulièrement des travaux de voirie. En 1887, il devient député de Paris à la Chambre et il combat ardemment le boulangisme. Il sera réélu député en 1889, 1893 et 1898. En 1895, il fait son entrée au gouvernement, ça sera d'ailleurs son seul mandat gouvernemental, comme ministre du Commerce et des Postes dans le cabinet du frère, entre guillemets, Léon Bourgeois. Et donc, ils étaient pratiquement... il faut bien situer qu'ils étaient après, Mesureur est né en 1847, Bourgeois est né en 1851, et ils sont tous les deux morts en 1925. Donc, ils sont vraiment exactement dans la même période historique. Alors, Gustave Mesureur avait été, ou est initié franc-maçon, rite écossais, au sein de la loge La Justice 133, de la Grande Loge centrale du Suprême Conseil de France le 2 avril 1869. Il est initié le même jour que le journaliste et écrivain Jules Vallès, qui est donc son jumeau en maçonnerie. Alors la Justice 133, je ne vais pas faire son panégyrique ou son histoire, mais c'est une loge un peu spéciale quand même, qui s'appelait Saint-Vincent de Paul au Grand Orient de France, et qui viendra en 1867 à la Grande Loge suprême, l'ancêtre de la Grande Loge de France. On va faire simple, c'est le rite écossais. Quand je dis rite écossais, ça prend des noms différents, mais c'est la même chose de 1821 à nos jours. La Loge 133, qui existe toujours aujourd'hui à la Grande Loge de France, aura connu un certain nombre de personnalités aussi fortes, comme on l'a vu, que Mesureur et Vallès, mais aussi l'avocat Charles Floquet, le chimiste François Raspail, l'avocat et journaliste Henri Brisson. Il est remarquable, Raspail. On ne parle jamais de lui, mais Raspail, il est super. Brisson, c'est quand il va vouloir sauver le gouvernement Valdez-Crousseau, et quand on voit le franc-maçon qui fait à moi les enfants de la veuve pour sauver le cabinet Valdez-Crousseau, c'est Henri Brisson. Voilà, ces petites anecdotes comme ça en passant. Il y aura le photographe Nadar, il y aura Charles Bellet, qu'on appelle vétéran de la Commune, parce que c'était le plus vieux. Nadar, j'ignorais. Oui, Nadar était à la 133, oui, tout à fait. Il y avait Émile Eudes, qui était le lieutenant de Blanqui, qui a été célébré, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour le 1er mai, au mur des Fédérés. Et Gustave Lefrançais, par exemple, c'est celui à qui Potier va dédier l'Internationale. Voilà, il était membre également de la 133. Alors, Mesureur rentre rapidement au Conseil fédéral de la Grande Loge de France, et il va en être le grand maître de 1903 à 1910, puis de 1911 à 1913, et enfin 2 ans à la fin, en 24-25. Enfin, les grandes années Mesureur, c'est les 10 ans qui vont de 1903 à 1913. Alors, athée proclamé, c'était athée, Mesureur, il expose souvent ses réticences vis-à-vis de la référence au grand architecte de l'univers. La Grande Loge de France devient une puissance maçonnique autonome, comme il dit, indépendante et souveraine.
Et c'est sous la grande maîtrise de Mesureur que les relations entre la Grande Loge et le Suprême Conseil vont quand même être rétablies. Et la façon dont est gérée les relations entre la Grande Loge de France et le Suprême date de l'époque de Gustave Mesureur. On en est toujours au même point, j'allais dire, puisque ça date de Mesureur. Quelle fut longue et obscure cette nuit. Interminable flot de sang noir tentant de recouvrir tout espoir, toute vie. Obscurantisme nuit où les passions meurtrières se sont mêlées aux passions territoriales. Nuit de cristal, nuit de cristallisation des angoisses, de la solitude, de l'abandon, fumier et compost de la haine. Cette année, cette nuit, quelques-uns sont entrés dans un temple de la musique, c'était aussi le Bataclan, sont entrés dans un temple de la musique, de la caricature de la République, c'était Charlie Hebdo. Ces quelques-uns ont fait taire le silence et le froid, la parole perdue, l'humanité organisée à peine réchauffée des premiers rayons de lune. La flèche, si difficilement extirpée du cœur, est remplacée par une autre. Pas le temps de cicatriser, et toujours cette bouillie noire qui coule, qui s'infiltre dans la terre et qui fait pousser les fleurs marines à tête blonde. Quelle fut longue cette nuit durant laquelle nous avons été les témoins hagards d'un idéal qui nous échappe, montre molle qui file entre nos doigts. Les aiguilles s'allongent, les heures coulent, l'aurore semble si loin. Mais la lueur est là. Elle vacille, elle tient bon. Notre petite bougie, insignifiante flamme perdue dans cette océan de rien, infiniment petit de l'infiniment grand. Tous ensemble, retenons notre souffle, ne tremblons pas, ne paniquons pas, laissons naître. La voilà, cette flamme de la nouvelle année, si petite, mais si ardente, si fragile, mais si brûlante. Telle la rose du petit prince qui se croyait dangereuse avec ses épines, notre flamme assume son orgueil. Que l'on vienne s'y frotter, et l'on s'y piquera. Que l'on vienne s'y plonger, et l'on s'y illuminera. Qu'elle fut longue cette nuit, mais la lueur du matin est là. Tous les jours, dans les visages de mes élèves, je précise que ce jeune frère est instituteur, tous les jours dans les villages de mes élèves, dans leurs sourires noirs, blancs, métissés, gitans, jaunes, abîmés, adorables, hypocrites, spontanés, je perçois toute mon angoisse face au monde de demain et en même temps tout l'espoir de cette aube nouvelle. Cette nuit, la plus longue, est semblable à ces sourires, terriblement porteuse d'espoir. Notre rôle est immense, notre place est considérable. En cette nouvelle année, et aujourd'hui plus que jamais, chacun d'entre nous doit être la fraternité. Elle ne règle pas tout, la fraternité. Elle mesure tout, elle apaise tout, elle change tout, elle transforme tout, elle métamorphose tout, elle lie tout. Elle permet tout. Alors osons tout. Osons la fraternité dans ce temple, entre nous. Osons la fraternité sur les parvis. Osons la fraternité à l'extérieur. Osons la fraternité au quotidien. Ne nous gargarisons pas de mots, osons la paix. Je ne voudrais pas être mal compris, je ne donne pas de leçons, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas naïf, je ne suis pas désespéré, je veux la fraternité. Et je sais qu'ensemble, nous pouvons beaucoup. Nous sommes des grains de sable, sans doute, mais nous pouvons enrayer la machine si elle tourne mal, nous pouvons diffuser la fraternité. Nous le faisons déjà, nous devons le faire plus que jamais. Cette interminable nuit ne fait que rendre plus rayonnant l'astre solaire qui arrive. Je nous exhorte à la fraternité. Vive la vie nouvelle. Vivons et transmettons. Vivons, vivons, vivons et espérons et buvons pour emmerder les emmerdeurs. La République n'est pas menacée comme régime. On faisait la différence tout à l'heure entre la distinction entre le régime et le principe et l'âme, si vous voulez, et l'esprit républicain. Le premier danger, qui est le plus immédiat, celui pour lequel nous sommes descendus dans la rue cette semaine encore, en mémoire de Mireille Knoll. Danger qui a tué le lieutenant-colonel Beltrame et ces trois pauvres gens dans le Super U de Trèbes. C'est le danger d'un ennemi
et le président de la République l'a pointé du doigt pour la première fois aussi clairement. Il avait déjà évidemment parlé du terrorisme islamiste, mais là il a pointé du doigt. C'est une idéologie en fait. Voilà, comme on en a combattu au XXe siècle, le nazisme, le communisme dans sa version stalinienne notamment. Là c'est une idéologie, l'islamisme est une idéologie qui menace, comme elle menace d'autres pays, pays musulmans au premier chef d'ailleurs, majorité musulmane du moins, et elle nous menace, la République parce que elle menace le commun, c'est-à-dire elle menace de faire exploser le commun. Et on peut imaginer que si cette menace se poursuit, alors terrorisme bien sûr, mais pas uniquement, discours séparatistes d'ensemble, c'est-à-dire avec des partis de la République qui se... Enfin, des partis, si vous voulez, de la population française, des citoyens français, des partis du territoire qui se séparent de la République, qui se séparent de ses principes parce qu'ils en rejettent l'idéal, parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas bien défendue, pas assez défendue, donc en voulant la défendre eux-mêmes, on peut imaginer des scénarios du pire. Voilà, c'était pas encore le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui ça fait partie des scénarios possibles. C'est pas des scénarios probables, mais ce sont des scénarios possibles. Donc la menace, elle est là, c'est la menace de la dilution. Par rapport à cette menace de la dilution, moi c'est ce que j'appelle dans mon travail la menace identitaire. Il y a la réaction des formes populistes, Front National, au-delà du parti Front National lui-même, réactions qu'on voit dans d'autres pays d'Europe, qui sont aussi des réactions qui peuvent aller contre les valeurs de la République, qui peuvent mettre à bas les valeurs de la République en prétendant la défendre, en prétendant défendre la laïcité. En fait, on la met à bas en excluant du commun une partie des citoyens français. Par exemple par exemple, les musulmans, en disant que l'islam est incompatible avec la République. Voilà. Et en ne faisant pas la différence entre, précisément, l'immense majorité des musulmans qui veulent être des citoyens français comme les autres, si je puis dire, et ceux qui ne veulent pas, en étant musulmans, être des citoyens comme les autres, qui refusent, justement. Bon, donc, l'indistinction est aussi une menace. Et on est aujourd'hui dans un monde tragique, dans un monde de menaces, de dangers, la République. Là. Mais il y a une deuxième menace qui vient renforcer, nourrir celle-là, dont on parle assez peu, parce qu'elle est moins aiguë, parce qu'elle est moins visible, parce qu'elle est moins présente. Elle ne tue pas, elle ne met pas comme ça à bas de manière aussi violente nos principes, nos valeurs. C'est une menace, c'est ce qu'on appelle, en général on l'applique à la démocratie, mais l'anomie, c'est-à-dire le fait que finalement, et ça répond à votre question, il y a plus grand monde finalement pour défendre la République. Voilà. C'est comme si c'était finalement un acquis. Pardon, est-ce que les institutions républicaines? Oui, alors quand vous dites qu'il y a plus grand monde, il y a plus grand monde parce que précisément la République ne peut pas être défendue que par ses institutions, puisqu'elle n'est pas qu'un régime. Comme elle est un esprit, comme elle est le sens d'un commun dans lequel on se projette, comme elle est une volonté commune, une volonté générale, etc., elle doit être défendue par ses citoyens. Or, quand je parlais de la marche cette semaine pour Mireille Knoll, finalement, il n'y avait pas grand monde dans les rues de Paris. Si on compare, par exemple, à ce qui s'était passé dans la manifestation pour Carpentras. Voilà, exactement, je pensais à ça. Alors, il y avait plus de monde que pour Ilan Halimi. Hein, mais il n'y avait pas que des juifs, heureusement. Mais finalement, on voit bien que pour beaucoup de nos compatriotes, ils ne sont pas antisémites, ils ne menacent pas les valeurs républicaines, c'est pas ça. Non, mais finalement, tout ça, bon, c'est pas si grave. Enfin, c'est pas si grave. Bon, c'est malheureux pour cette vieille dame, c'était malheureux pour Sarah Halimi. Il a fallu 1 an pour que Sarah Halimi, et il a fallu qu'on fasse pression. Moi, j'ai signé une pétition, enfin une tribune avec 16 autres intellectuels, comme on dit, dans le Figaro, pour dire, voilà, il faut que la justice fasse son travail sur le caractère... Alors, malheureusement, c'était en période électorale. Je pense que ça a aidé... Voilà. Mais oui, bien sûr. Tout à fait. Non, vous avez tout à fait raison. Bon. Mais donc, il y a un doute
sur la capacité, notre capacité à défendre la République. Et c'est ça, moi, si on le lie à la menace objective, on pourrait dire ça comme ça, qui me fait le plus peur. Et en réalité, le projet républicain, c'est un projet aussi humaniste. Et s'il est vrai que la laïcité et la liberté de conscience sont gravement menacées aujourd'hui, je veux revenir à cette valeur de solidarité, parce qu'elle est aussi menacée. C'est dans un monde qui, comme vous l'avez dit très justement, Laurent Bouvet, est très individualiste. Cette idée de solidarité, elle paraît presque ringarde, mais elle est centrale. Donc, on revient à des... Pardon de vous couper, je suis désolé. On revient à des communautarismes. Absolument. De la solidarité organique, ouais, et qui est complètement reconstruite et réinventée. Absolument. Et c'est ça le danger. Voilà. Et il faut revenir à... Mais il faut revenir à cette défense de ce qu'est l'humanisme républicain qui se construit au fur et à mesure des républiques, ce qui fait sa complexité à saisir. Hein. C'est pas la République, elle évolue au fur et à mesure de ses numéros, j'ai envie de dire. Donc c'est pas tout à fait ça n'a jamais été la même. Donc il faut quand même revenir à ces valeurs humanistes. Et nous, francs-maçons, c'est tout de même aussi notre rôle, quels que soient nos rites, nos obédiences, c'est d'aller montrer que l'humanité est unie, et que nos liens, nos destins sont liés par la solidarité et évidemment par la liberté de conscience. Mais on ne peut pas dissocier les deux. D'ailleurs, les partis anti-républicains, que ce soit les islamistes ou que ce soit l'extrême droite, bastion social, ont bien compris ça. Ils investissent l'aspect social, pratiquent une forme de solidarité et évidemment, ventre affamé n'ayant pas d'oreille, arrivent à séduire une partie de la population, aussi parce que nous désinvestissons de ce champ-là. Et je crois qu'il faut s'il faut rénover, évidemment, parce que les choses doivent être financées de manière peut-être plus je sais pas, c'est un peu difficile vu le contexte de trouver le mot, mais plus moderne peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut rénover, mais il ne faut pas détruire. Donc, parce que c'est ce qui fait aussi le ferment de la République française. Donc, de la vigilance sur des questions de laïcité, de liberté de conscience, mais aussi sur les questions de solidarité. Patrick Vidal. Alors, c'est juste une réflexion citoyenne à la volée des échanges. Il n'y a plus personne pour défendre la République. Enfin, nous ne sommes plus très nombreux. Nous ne sommes plus très nombreux. Alors c'est quand même alarmant d'entendre la réflexion, que je ne critique pas parce qu'elle énonce quelque chose de factuel. Nous sommes en période électorale. Nous sommes toujours en période électorale, oui, finalement. Mais si le prétexte de ne pas défendre la République est de dire nous sommes en période électorale et moi qui réclame vos suffrages, moi qui suis l'expression de la volonté générale qu'on rappelait tout à l'heure comme fondement rousseauiste de la République, je n'ose pas dire son universalité, je n'ose pas dire quelle est l'attention de tous. Alors qui peut défendre la République si ceux qui prétendent la diriger en notre nom l'abandonnent? C'est là la question en tant que citoyen de base qui commence à m'inquiéter ce soir. Certes, il y a a priori moins de gens qu'avant qui défendent les valeurs de la République, qui défendent la République. Mais on a quand même eu l'exemple cette semaine de quelqu'un qui, dans le court terme, a décidé de verser son sang pour sauver quelqu'un. Et comme le disait Viviane tout à l'heure dans sa chronique, si je sauve quelqu'un, je sauve l'humanité. Donc, tant qu'on aura ça, l'humanité ne sera pas complètement perdue. Ensuite, il y a quand même des initiatives assez fortes qui se dégagent petit à petit depuis quelques années pour défendre la République et pour défendre les valeurs de la République. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait cette émission ce soir, c'est qu'on a quand même Laurent Bouvet, fondateur du Printemps républicain, qu'on a Laurent Kupferman qui a commis un ouvrage
sur les défenses de notre pays et de ses valeurs et de la République et de notre démocratie, puisque nous sommes une République, mais nous sommes avant tout une démocratie. Il n'y a pas que la République dans le monde. Et puis il y a aussi nous autres francs-maçons, parce qu'on a dit tout à l'heure que la franc-maçonnerie était peut-être un peu moins active visiblement que dans les décennies précédentes. Néanmoins, ce qu'on assiste quand même dans nos obédiences respectives, puisqu'on est quand même multi-obédientiel autour de cette table ce soir, c'est que le recrutement, si je peux dire, enfin, ou l'arrivée des gens est en nette augmentation ces dernières années, que c'est pas exponentiel, mais pas loin, et qu'on accueille en nos rangs des jeunes, des très jeunes. Probablement. 18, 20 ans, alors que jusque-là, on avait une moyenne d'âge quand même qui était assez sympathique côté retraite et ainsi de suite. On a de plus en plus de jeunes qui arrivent et des jeunes qui ont envie d'en découdre avec les non-valeurs de l'anti-république. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez réjouissif, je dirais, et qui se doit d'être souligné. Et pour terminer ma courte intervention, je dirais que la raison d'être de notre web radio, Radio Delta, est de participer à cela. Nous rayonnons entre les oreilles. Ça veut dire quoi, rayonner entre les oreilles? Ça veut dire amener de la lumière et amener du goût et un message de défense des valeurs de la République qui sont la nôtre. Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France.